Donc en fait, à la fin de ma thèse chez Nicole Ledouarin, j'avais commencé à m'intéresser au développement de la colonne vertébrale et des muscles, qui est un sujet que j'ai continué ensuite dans son laboratoire comme postdoc. Et puis quand je suis parti à Marseille, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la segmentation embryonnaire, qui est en fait le mécanisme par lequel des structures répétées comme les vertèbres sont formées pendant le développement embryonnaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manière dont se forme un embryon de vertébré, comme un embryon humain ou un embryon de poulet, un embryon de souris, c'est un mécanisme très progressif. Donc l'embryon forme d'abord la tête, et puis ensuite le corps s'allonge progressivement et forme des structures de plus en plus postérieures jusqu'à ce que tout l'axe du corps soit formé. Et au fur et à mesure que ça se produit, le corps se segmente, c'est-à-dire qu'il y a des blocs qui s'individualisent, et ces blocs, c'est ce qui va devenir les vertèbres et les muscles associés. Donc c'est ça ce qu'on appelle la segmentation, c'est la formation des blocs répétés. Et ce qui est très frappant dans ce processus, c'est justement qu'il est répété à l'identique. Alors chez l'homme, on a 33 vertèbres, mais chez certaines espèces, on en a 300. Par exemple, chez les serpents, il y en a plus de 300. Et donc là, il y a une répétition, il y a vraiment une sorte de phénomène rythmique tout à fait incroyable, qui est caractéristique donc, des espèces de vertébrés. Et nous, on s'intéressait à comprendre ce mécanisme et on a identifié donc ce qu'on appelle une horloge, qui est un oscillateur moléculaire qui contrôle cette rythmicité. Et donc une manière simple de représenter ça, c'est de penser que vous faites un cycle de l'horloge et tac, vous faites une précurseur de vertèbre. Et tac, vous en faites un deuxième et tac, vous en faites un troisième. Et ça accompagne les mouvements d'élongation et de formation du corps. Et donc c'est ça qui nous a occupés pendant pratiquement 15 ans maintenant, de comprendre à la fois comment était générée l'oscillation, donc le rythme en lui-même, comment ensuite cette pulsation était traduite dans une séquence périodique, une séquence spatiale périodique. Et donc ça, on a mis en évidence tout un ensemble de composants moléculaires qui jouaient un rôle, des oscillateurs, des gradients, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce mécanisme, en fait, qui n'était pas du tout connu et qui donc a été reconnu comme quelque chose d'important, comme une contribution importante à la biologie de développement, permet de comprendre des tas de malformations humaines, en particulier les malformations de la colonne vertébrale. Et il y a un autre type de scoliose qui est une affection de la colonne vertébrale qui est très courante, donc cette scoliose idiopathique, c'est pratiquement 5% de la population. Et dans la scoliose idiopathique, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déformation, une torsion de la colonne vertébrale qui se développe en général à l'adolescence et principalement chez les filles. Et en fait, cette torsion, ça correspond à une rupture de la symétrie de la colonne vertébrale. Ce qui est très intéressant, c'est que cette déformation, elle est toujours du même côté, en fait. Donc la plupart des patients ont ce qu'on appelle une déformation du côté droit au niveau thoracique. Et ça, pour nous, pour des embryologistes, ça suggère un lien avec le système embryonnaire qui est impliqué dans la formation asymétrique des organes. Parce que si vous regardez les organes externes, les membres, la tête, le visage, etc., tout ça c'est symétrique. Par contre, si vous regardez à l'intérieur, le cœur, le foie, tout ça c'est pas symétrique. Et donc dans l'embryon, il y a un système qui contrôle la différenciation asymétrique des organes internes. Et en fait, quand il y a des interférences entre la formation des organes asymétriques et des organes symétriques, ça peut dérégler la symétrie du corps. Et donc on pense que la scoliose, c'est un mécanisme de ce type-là. On va continuer à développer toute la partie fondamentale, bien sûr, pour essayer de comprendre mieux les différentes étapes du développement des muscles et des vertèbres. Et puis, une partie de plus en plus active dans le laboratoire, c'est d'essayer d'utiliser les résultats de ces recherches pour développer des approches cliniques qui peuvent prendre plusieurs formes, mais je dirais en ce qui me concerne, ça s'oriente essentiellement dans deux directions. D'une part, la scoliose, donc essayer de comprendre les bases moléculaire de la scoliose, et particulièrement la scoliose idiopathique, qui est la scoliose courante de l'adolescent, qu'on voit souvent chez les jeunes filles.
avec l'idée que si on arrive à identifier les bases moléculaires, on sera peut-être capable de prédire l'évolution des scolioses et donc de décider s'il faut opérer ou non, ce qu'à l'heure actuelle on n'est pas capable de faire. Et donc ça serait une aide très très importante pour les chirurgiens et pour tous ces patients. Et le deuxième aspect, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la médecine régénérative, qui est un domaine en pleine émergence à l'heure actuelle avec toutes les découvertes associées aux cellules souches. Et l'idée, en fait, c'est d'être capable de reconstruire les tissus en s'appuyant sur ce qu'on comprend du développement embryonnaire. Donc pour toutes les pathologies dégénératives, entre autres, par exemple la myopathie. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des méthodes pour produire des précurseurs musculaires humains qu'on pourrait réadministrer aux patients pour reconstituer leurs muscles. Et une autre approche liée à ce domaine, donc, qui est importante aussi, c'est la possibilité de générer des cellules humaines en culture, en très grande quantité et de manière reproductible, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, donc ce qui permet de développer des programmes de criblage pour de nouveaux médicaments. Le troisième volet, effectivement, c'est le derme, qui est aussi un lignage qui dérive des somites embryonnaires, donc ces structures qui forment les vertèbres et les muscles squelettiques. Et à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas produire de derme in vitro à partir de cellules souches, et donc on est en train de développer les méthodologies pour le faire, ce qui pourrait avoir des applications très importantes pour l'industrie cosmétique et la dermatologie. C'est eux qui font le travail, hein, donc c'est clair. Moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est que le travail de recherche, c'est un travail très individuel quand même. C'est un travail pour lequel il faut être passionné. Si on n'a pas envie de faire ça, il ne faut pas faire ça parce qu'on ne peut pas se l'imposer. Par contre, quand on est passionné, c'est plus un travail. Ça devient une nécessité vitale. Et je crois que ce qui est important, c'est d'être capable de reconnaître les gens qui ont cette mentalité et puis de les encourager dans cette voie, de les aider à se développer. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je leur donne un environnement le plus... disons, en biologie, on a quand même un environnement technologique important, donc il faut être capable, il faut leur donner les moyens de travailler. Et puis, j'essaye de les aider à se développer. Et puis, en même temps, moi, de poursuivre ma thématique en les investissant. Donc, c'est une sorte de symbiose qu'il faut arriver à faire entre leur intérêt et le mien quelque part. J'ai toujours laissé beaucoup d'autonomie parce que c'est vrai que quand j'étais chez Nicole Le Douarin, j'ai été élevé comme ça, je dirais, et je trouve que c'est une bonne manière de fonctionner. C'est pas le cas de tous les chefs d'équipe, il y a des gens qui encadrent de manière beaucoup plus stricte. Je me sens plus comme un chef d'orchestre que, ça me paraît une analogie peut-être, c'est vraiment l'idée de guider les bons mouvements au bon moment. Et puis aussi, je pense que les gens travaillent bien quand ils sont dans de bonnes conditions, à la fois matérielles, à la fois humaines. J'ai toujours essayé de maintenir une atmosphère de qualité, enfin intellectuelle, humaine, et ça pour moi c'est très très important.